Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous analysons les 5 attaques d'animaux les plus stupides jamais enregistrées, d'un adolescent qui a provoqué un puma sauvage à un homme qui s'est frotté des appâts de poissons sur la poitrine et s'est aventuré dans des eaux infestées de requins. Mais d'abord, commençons à la périphérie d'Anchorage, où un homme avec plus de confiance que de bon sens a tenté de calmer un combat entre 2 grizzlies avec un couvercle de poubelle. C'était le 4 juillet 2016. Un calme matin d'été à la lisière boisée de la ville d'Anchorage. Howard Tiller, âgé de 67 ans, sortit pieds nus sur sa véranda arrière pour profiter de l'air paisible, seulement interrompu de temps en temps par le chant des oiseaux dans les sapins imposants. Mais à la lisière de la forêt, près de son cabanon délabré, 2 énormes grizzlies se tournaient autour avec une agressivité croissante, attirés par l'odeur sucrée de sacs poubelles non sécurisés. Howard était un machiniste à la retraite avec un caractère obstiné et un dangereux sentiment de familiarité avec les animaux sauvages. Il vivait seul sur un terrain de 5 hectares non clôturé et traitait les animaux comme des voisins, nourrissait les errants et chassait les élans avec un balai. Il se moquait des avertissements concernant les ours et refusait tout équipement de protection, convaincu que des voix fortes et des gestes calmes étaient plus efficaces que le spray ou les armes à feu. Cette stupidité cultivée pendant des décennies devait finalement causer sa perte. Avec le temps, les voisins s'habituèrent à voir Howard chasser les animaux simplement avec des cris forts ou des objets ménagers. Son succès est devenu une légende locale et de loin, certains considéraient même le tout comme une sorte de divertissement. Beaucoup croyaient qu'il avait une compréhension particulière des animaux sauvages et à un moment donné, il l'a cru lui-même aussi. Un matin fatidique, alors que les 2 grizzlies grognaient au-dessus du tas d'ordures derrière son hangar, des sacs poubelles que Howard avait laissés dehors pendant la nuit malgré les avertissements répétés des autorités de la faune, il réagit comme toujours. Un voisin l'observa alors qu'il attrapait un couvercle en métal d'une poubelle et courait sur le chemin de gravier, comme si c'était un mardi tout à fait ordinaire. Ce que Howard sous-estimait mortellement, c'était la puissance de destruction pure des prédateurs qui traitaient son arrière-cour comme leur propre territoire. Les grizzlies comptent parmi les prédateurs les plus redoutables d'Amérique du Nord. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 360 kg et possèdent assez de force pour renverser des rochers de plusieurs centaines de kilogrammes. Leurs énormes pattes, équipées de griffes pouvant atteindre 10 cm de long, peuvent arracher la tête d'un élan d'un seul coup. Lorsqu'il s'agit de défendre des sources de nourriture ou de se sentir menacés, les grizzlies se transforment en machines à tuer, guidées par des millions d'années de programmation évolutive. Sa méthode restait inchangée, faire du bruit, montrer sa domination et intervenir dans ce qu'il considérait simplement comme une querelle territoriale. Un autre voisin de l'autre côté de sa propriété a rapporté plus tard avoir entendu Howard crier d'un ton ferme et familier, comme s'il voulait chasser des chiens errants. Howard s'est approché des ours en train de manger à environ 4,5 mètres, a frappé le couvercle comme une cymbale et l'a balancé au-dessus de sa tête, croyant que cela semblerait menaçant. L'ours plus jeune réagit effrayé, sauta dans la broussaille en panique et s'enfuit. Mais le mâle plus grand resta fermement sur place, déterminé à finir son repas. Cet ours particulier avait été dérangé en plein repas et montrait des traces visibles de combats passés, ce qui l'avait probablement rendu particulièrement tendu et excessivement défensif. Les ours qui s'habituent à la nourriture humaine perdent souvent toute crainte des humains et commencent à les considérer comme des rivaux. Alors que Howard continuait à s'approcher de lui, indifférent à l'attitude menaçante de l'ours, l'animal prit une décision mortelle soudaine. Des témoins oculaires ont rapporté que le grizzly est passé à l'attaque sans hésiter et a franchi la distance en moins de 3 secondes. Howard réussit encore à lever le couvercle de la poubelle dans une faible tentative de se protéger, mais l'ours le traversa sans effort. Le couvercle retentit inutilement sur le gravier alors que la pleine force de la masse de l'ours repoussa Howard en arrière et le plaqua instantanément au sol. Le rapport d'autopsie a révélé plus tard que les mâchoires de l'ours avaient écrasé la cuisse de Howard, les canines perçant son fémur et déchirant profondément le tissu musculaire. Ses appels se transformèrent en cris lorsque les griffes lui lacérèrent la poitrine et le ventre. Le grizzly, presque 10 fois plus lourd que Howard, le plaqua au sol sans effort et continua d'attaquer. Les habitants, attirés par le bruit,
restaient en stupéfait alors que l'ours traînait le corps inerte et ensanglanté de Howard dans les sous-bois. Un voisin, qui observait la scène avec des jumelles, composait le numéro d'urgence 911. En quelques secondes, l'homme et l'animal disparurent entre les arbres. Il ne restait que des déchets éparpillés, des plantes écrasées et des traces de sang. Lorsque les autorités arrivèrent 40 minutes plus tard avec des fusils tranquillisants et un dispositif de localisation, l'ours avait déjà disparu. Le corps de Howard fut retrouvé dans une clairière ombragée à seulement environ 35 mètres de sa véranda, déchiré avec la brutalité caractéristique d'une attaque de grizzly. Une traînée de sang à travers des fougères écrasées et de l'herbe piétinée marquait le chemin cruel sur lequel il avait été traîné. Les enquêteurs ont trouvé un spray anti-ours inutilisé et un sifflet à quelques mètres sur sa véranda, manifestement jugé superflu. L'incident a conduit à de nouveaux efforts pour sensibiliser la population de l'Alaska aux déchets alimentaires et aux dangers de l'accoutumance des animaux sauvages. 4 jours plus tard, une petite cérémonie commémorative a eu lieu au centre de crémation d'Anchorage, à laquelle ont assisté quelques voisins proches, ainsi que son frère, qui était venu du Montana pour disperser les cendres de Howard près de la véranda. L'endroit que Howard avait autrefois considéré comme sûr. Howard avait essayé de mettre fin à un combat d'ours avec un couvercle de poubelle. Pendant ce temps, un adolescent dans l'État de Washington s'est approché directement d'un puma sauvage et l'a fixé comme si tout cela n'était qu'un jeu. C'était le 7 août 2015. L'air parfumé de pin flottait immobile au-dessus de la forêt nationale de Wenatchee dans l'État de Washington, tandis qu'un groupe de lycéens suivait en file indienne un sentier étroit. Leur voix résonnait doucement entre les hauts conifères. La plupart participaient à une retraite de leadership le week-end, mais le jeune homme de 17 ans, Owen Carver, poursuivait sous sa façade confiante son propre agenda. Owen était le genre d'adolescent qui attirait l'attention sans avoir à le demander. Avec ses cheveux bruns et un sourire arrogant, il s'était forgé l'image du survivant du groupe. Sur son compte de réseau social, il a posté des dizaines de vidéos où il démontrait des exercices de survie et parlait de domination sur les animaux sauvages. Ses abonnés, principalement des camarades de classe et des amis, buvaient ses paroles lorsqu'il expliquait que les prédateurs n'attaquent que les proies qui se comportent de manière craintive. Pour lui, la confiance en soi était un substitut à la prudence, une preuve que sa bêtise ne reconnaissait pas ce que signifiait vraiment le danger réel. Cet après-midi-là, alors que le groupe faisait une pause dans une clairière pittoresque, Owen fut submergé par son énergie agitée. Ses camarades de classe mentionnèrent plus tard que les rappels constants des encadrants de rester ensemble l'avaient probablement agacé. Ils voyaient probablement leur prudence plus comme une faiblesse que comme de la sagesse. La batterie de son téléphone était presque vide, mais il a dit qu'il voulait encore enregistrer une dernière vidéo, ne se doutant pas que ce serait la dernière. Alors qu'il se dirigeait vers un promontoire rocheux, Owen remarqua un mouvement. Sous un surplomb ombragé, partiellement caché par l'ombre et le feuillage, un grand félin le fixait de ses yeux dorés immobiles. Le puma était impressionnant. Au moins 1,80 m de long du nez à la queue, son pelage couleur sable se fondait parfaitement avec les rochers. 2 des amis d'Owen, Jake et Madison, l'avaient suivi, malgré les instructions des encadrants de rester sur place. Ils s'arrêtèrent brusquement lorsqu'ils découvrirent le félin. Leurs visages perdirent instantanément toute couleur. Le puma ne bougea pas, accroupi à plat sur le sol, la tête légèrement inclinée, la queue frémissante. Jake jura doucement et recula. Owen, en revanche, sourit et leur dit de rester. Il était en train de gagner un duel de regards avec un puma. Il croyait que maintenir le contact visuel signalait la dominance et que ne pas reculer était un signe de contrôle. Mais quiconque s'y connaît vraiment en animaux sauvages l'aurait simplement appelé de la stupidité. Ce qu'Owen prenait pour du calme dans la posture du puma était en réalité la tension silencieuse d'un prédateur évaluant une menace potentielle. Le mouvement de la queue n'était pas un simple battement. C'était un avertissement clair, bien documenté dans des études sur le comportement des animaux sauvages et souvent un présage d'une attaque. Dans la plupart des cas, les pumas évitent le contact avec les humains. Mais lorsqu'ils se sentent acculés ou défiés, ils réagissent immédiatement et sans pitié. Les cougars, également connus sous le nom de couga ou puma, sont des prédateurs silencieux de premier ordre. Ils pèsent jusqu'à 100 kg, peuvent sauter jusqu'à 4 mètres
et demi de long et 12 mètres de haut, possède des griffes rétractables de 5 cm de long et une pression de morsure d'environ 28 bars. Cependant, le plus important, les pumas sont des chasseurs à l'affût dont la tactique est conçue pour tuer rapidement et silencieusement. Ils attaquent généralement le cou et la colonne vertébrale pour provoquer une mort instantanée. Owen commença lentement à s'approcher de l'animal. Il gardait les yeux fixés sur ceux du puma, les bras détendus sur les côtés, supposant que cela dégagerait une calme domination. Mais à chaque pas, il se rapprochait d'un animal sauvage émanant une calme domination. Mais à chaque pas, il se rapprochait d'un animal sauvage qui avait déjà pris sa décision. Lorsqu'il s'approcha à environ 4,50 m du rebord, le corps du puma se tendit comme un ressort comprimé. Selon Jake et Madison, l'attaque s'est produite plus rapidement que le groupe ne pouvait l'apercevoir. Le félin bondit en avant d'un seul saut puissant. Owen réussit encore à lever les bras et à pousser un cri, mais la patte du puma le frappa au visage avec une force brutale et le projeta à la renverse sur les rochers. L'animal atterrit directement sur lui. Ses mâchoires se refermèrent sur sa gorge dans une prise mortelle, perfectionnée par des millénaires d'évolution. La morsure visait la colonne vertébrale et les artères principales, garantissant une mort rapide et minimisant le risque pour le puma. Jake et Madison crièrent de terreur, incapables de détourner le regard de leur ami traîné dans les buissons. Puis ils coururent le long du chemin, appelant à l'aide. Leurs voix résonnèrent de panique à travers la forêt. Près de 30 minutes s'écoulèrent avant que les gardes forestiers n'atteignent l'endroit, guidés par les indications paniquées et les cris des jeunes. Lorsqu'ils arrivèrent, le puma se trouvait encore à proximité. Il tournait en cercle serré autour du corps inanimé d'Owen, les oreilles plaquées, un comportement territorial classique indiquant qu'il était prêt à défendre ce qu'il considérait comme sa proie. Owen était déjà mort lors de la première attaque. Les rangers se sont vus contraints d'endormir l'animal sur place, conformément au protocole standard en cas d'attaque mortelle confirmée sur un humain. Le puma était un mâle adulte en bonne santé. Owen n'avait pas été chassé comme une proie, mais avait très probablement été effrayé par son comportement confrontant. La mort d'Owen a provoqué des remous dans la communauté de l'éducation en plein air et a conduit à une réévaluation des pratiques de sécurité sur le terrain. Quelques heures avant l'attaque, sa dernière publication sur Instagram montrait un sourire confiant à la caméra, accompagné d'une légende où il se vantait d'être supérieur aux élèves moins expérimentés et promettait des prises de vue dramatiques de la randonnée d'aujourd'hui. Les funérailles ont eu lieu la semaine suivante dans une petite église à Tacoma. Des amis, des camarades de classe et des animateurs bouleversés se sont rassemblés pour rendre hommage à un adolescent connu pour son énergie, sa confiance en lui et sa foi inébranlable qu'il était à la hauteur de tout ce que la nature lui opposait. Owen a essayé de fixer un puma comme s'il s'agissait d'un défi. Et avec encore plus de fanfaronnade, un homme en Floride a enlevé sa chemise et a rugi sur un alligator de 3,35 m juste pour prouver quelque chose à son ex-petit ami. C'était le 20 juillet 2022 lorsque l'air était lourd et oppressant au-dessus du lac Hatchinea, situé au centre de la Floride. La fête barbecue dans le jardin de la propriété Henderson au bord du lac battait son plein depuis des heures. Mais le mélange de bière, de vieilles rancunes et de chaleur estivale avait transformé ce qui était censé être une réunion paisible en quelque chose de nettement plus explosif. Au centre de la tempête qui se préparait se tenait Zach Rainer, dont le visage était devenu cramoisi à cause de l'alcool et de l'humiliation. Zach était un ouvrier du bâtiment de 29 ans de Kissimmee, connu dans son cercle d'amis pour ses décisions impulsives et une image de soi exagérée. Ses réseaux sociaux montraient une série de cascades de plus en plus risquées, des sauts de pont, des combats avec des pitbulls, voire la capture d'un serpent à sonnette à mince nue, élevé par un père célibataire et travailleur acharné. Appréciant la dureté et intervenant rarement, Zach avait tôt appris que l'attention, même par une stupide imprudence, signifiait une forme particulière de reconnaissance. La soirée avait commencé agréablement avec des burgers grillés et beaucoup de bière parmi une douzaine d'amis sur le quai des Henderson. Mais avec le coucher du soleil et la baisse des inhibitions, de vieilles tensions refirent surface. Le tournant est venu lorsque la petite amie de Zach, Jessica, après 2 ans ensemble, a déclaré devant tous les présents qu'elle en avait assez de ses bêtises puériles et s'est enfuie.
le laissant seul sur le rivage. L'humiliation était trop pour l'ego vulnérable de Zach. Ses amis ont observé son visage passer de l'embarras à la colère, puis à une détermination dangereuse. Plus tôt dans la soirée, quelqu'un avait mentionné avoir vu un grand alligator près de l'embarcadère. Mais l'observation avait été rejetée comme probablement juste un tronc d'arbre ou des débris flottants. Zach cria, légèrement ivre, en pointant vers l'eau sombre, qu'il trouverait l'alligator et le montrait comme un cow-boy. Il a dit qu'il montrerait à tout le monde à quoi ressemble un vrai homme. Pour lui, c'était une occasion de rire et de se vanter. Pour tous les autres, c'était un autre signe que Zach n'avait jamais compris où s'arrête la confiance en soi et où commence la stupidité. Ses amis riaient d'abord en pensant qu'il s'agissait seulement de fanfaronnades d'ivrogne. Mais lorsque Zach a commencé à enlever sa chemise et à se diriger en titubant vers le rivage, les rires se sont transformés en inquiétude. Plusieurs lui criaient d'arrêter, mais Zach n'était plus réceptif. Poussé par un mélange toxique d'alcool, de fierté blessée et le besoin de se prouver devant des gens qui ne lui prêtaient déjà plus attention. Réfléchir avant d'agir n'avait jamais été sa force. Ce que Zach ne savait pas, des pêcheurs locaux avaient récemment signalé un alligator inhabituellement grand, un mâle estimé à environ 3,35 m qui rôdait précisément dans cette section du lac Achinea. Les experts en faune sauvage supposaient que l'animal avait été poussé dans la baie plus étroite par des combats territoriaux avec d'autres mâles pendant la saison des amours. Les alligators américains sont des prédateurs anciens avec des instincts aiguisés sur des millions d'années. Les mâles adultes peuvent atteindre jusqu'à 4,30 m de long, peser plus de 450 kg et avoir une morsure assez puissante pour écraser une boule de bowling. Leurs 80 dents acérées, comme des rasoirs, forment une prise dont il est presque impossible de s'échapper une fois qu'elle s'est refermée. Tandis que Zach avançait dans l'eau, celle-ci lui montait jusqu'à la poitrine et le fond du lac, mou et inégal, ralentissait ses pas. Il frappait la surface et lançait des provocations sans percevoir le moindre danger. Ses amis l'observaient dans un silence inconfortable. Certains filmaient encore dans l'espoir qu'il s'agisse simplement d'une autre bêtise. Personne ne se doutait que quelque chose s'était déjà mis en mouvement sous la surface. L'alligator l'avait probablement déjà observé depuis que Zach était entré dans l'eau. Caché dans les roseaux, à seulement 6 mètres, le gigantesque reptile restait totalement immobile. Seuls ses yeux et ses narines dépassaient de la surface de l'eau. Pour le prédateur, les éclaboussures et les cris de Zach n'étaient pas une menace, mais le signal d'une proie en détresse. L'attaque est survenue sans aucun avertissement. Un instant, Zach se tenait encore jusqu'à la poitrine dans l'eau trouble, continuant à crier ses railleries dans l'obscurité. Au moment suivant, la surface explosa lorsqu'une demi-tonne de prédateur préhistorique jaillit en avant à une vitesse dévastatrice. Les mâchoires puissantes de l'alligator se refermèrent avec une force briseuse d'os autour du torse de Zach. L'impact était audible même au-delà de son unique cri paniqué. Il s'ensuivit une soi-disant roulade de la mort, la technique de mise à mort typique d'un alligator. Le gigantesque reptile se retourna à une vitesse fulgurante dans l'eau et utilisa tout son poids corporel pour désorienter sa proie et causer de graves blessures internes. L'eau autour d'eux se transforma en un tourbillon de mousse et de rouge, alors que le corps de Zach était déchiré par des forces auxquelles aucun humain ne pouvait résister. Sur le quai, le chaos éclata. Jessica poussa un cri et s'effondra, tandis que d'autres criaient le nom de Zach dans l'eau silencieuse. L'un d'eux voulait intervenir. Cependant, il resta figé lorsque l'alligator refit surface, le corps flasque de Zach toujours entre ses mâchoires, puis plongea dans des eaux plus profondes. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était appeler à l'aide. Les secours arrivèrent 1 heure plus tard, mais il était clair pour tout le monde qu'il ne s'agissait plus d'un sauvetage, mais d'une récupération. Le lac a été immédiatement fermé au public, tandis que des experts en faune ont commencé la tâche sombre de localiser à la fois la victime et l'alligator responsable. L'alligator a été trouvé le lendemain et euthanasié. Le contenu de l'estomac a confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà. Les restes de Zach, dans la mesure où ils étaient retrouvables, ont été remis à sa famille pour l'enterrement. L'incident a fait les nouvelles locales, certains médias le présentant comme un autre exemple de la stupidité de l'homme de Floride. Dans les jours suivant l'attaque, la commission de la pêche et de la faune de Floride a interdit l'accès au lac et a fait installer de nouveaux panneaux d'avertissement autour de la rive. De plus,
Ils ont lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers de nourrir ou de s'approcher des alligators sauvages, en soulignant à quel point un tel comportement peut rapidement devenir mortel. Après que cette épreuve de courage au bord du lac se soit terminée par Zach dans les mâchoires d'un alligator, une gardienne de zoo amateur est entrée dans leur enclos avec une lasagne à la main, croyant fermement que l'affection pouvait surpasser l'instinct. C'était le 25 octobre 2017, lorsque le vent d'automne portait le parfum des pins et de la fumée de bois sur la propriété de Marlene Brickshaw à l'extérieur de Flagstaff, Arizona. La bibliothécaire retraitée de 58 ans se tenait à la fenêtre de la cuisine et observait deux énormes ours noirs qui trottaient à travers l'enclos en mailles de chêne qu'elle avait construit de ses propres mains il y a 3 ans. Ce qui avait commencé comme une opération de sauvetage pour deux oursons orphelins était devenu quelque chose de bien plus dangereux que Marlene ne l'avait jamais imaginé. Marlene était le genre de femme qui recueillait des chats errants, nourrissait des cerfs sauvages depuis son porche et croyait fermement que les animaux pouvaient ressentir la pureté des intentions humaines. Ses voisins la connaissaient comme la dame excentrique qui vivait sur le terrain qu'elle appelait Little Ark, une zone boisée pleine de nichoirs, de chenils pour chiens sauvés, et maintenant aussi d'un enclos provisoire pour ours qui faisait parler dans tout le comté. Ses vêtements étaient toujours couverts des traces de l'animal dont elle s'occupait à ce moment-là. 3 ans auparavant, des incendies de forêt dans le nord de l'Arizona avaient rendu orphelins 2 oursons noirs. Marlene suivait attentivement les opérations de sauvetage, demanda un permis de faune sauvage et convainquit les autorités de les prendre en charge. Elle affirmait avoir de l'expérience en réhabilitation et disposer d'installations appropriées. Leur soi-disant installation appropriée consistait en un enclos de chêne de 12 mètres sur 18 mètres derrière leur maison, sans toit, sans barrière supplémentaire et sans aucun protocole de sécurité. Une seule porte menait directement dans l'enclos, sans accès sécurisé pour nourrir ou séparer les ours. Ce n'était pas seulement dangereux, c'était carrément stupide, une construction qu'aucun professionnel formé n'approcherait même de loin sans donner immédiatement l'alerte. Pendant 3 ans, Marlene nourrissait les ours quotidiennement à la main et les appelait affectueusement ses garçons, Bruno et Baxter. Elle entrait dans l'enclos avec des seaux pleins de nourriture et leur parlait sur le ton doux avec lequel elle avait autrefois apaisé les visiteurs nerveux de la bibliothèque. Les journalistes locaux rapportaient occasionnellement son histoire comme un exemple touchant du lien entre l'homme et l'animal, et Marlene appréciait l'attention sans réaliser à quel point son comportement était imprudent. Ce que Marlene interprétait comme de la confiance était en réalité un comportement appris. Les ours associaient simplement sa présence à de la nourriture, pas à de l'affection. Alors que les jeunes animaux devenaient des ours adultes pesant 140 kg, les voisins exprimaient de plus en plus de préoccupations concernant l'enclos qui semblait de plus en plus insuffisant et la manière insouciante de Marlene de gérer les questions de sécurité. Les ours avaient déjà été observés se dressant sur leurs pattes arrière et posant leurs énormes pattes sans effort sur le bord supérieur de la clôture. Les ours noirs peuvent varier en couleur du cannelle au noir. Les mâles adultes atteignent un poids allant jusqu'à 270 kg. Leurs griffes de 10 cm de long et leur force de morsure de 800 PSI les rendent capables de briser des os et de déchirer la chair. Bien qu'ils soient omnivores et souvent imprévisibles, même les ours élevés à la main conservent leurs instincts sauvages et peuvent devenir violents sans avertissement. Quiconque garde un ours sur sa propriété ne doit pas faire preuve d'insouciance. À l'automne 2017, l'un des ours, Bruno, le plus grand des deux, a commencé à montrer des signes d'agressivité alimentaire, surtout lorsque les repas étaient retardés ou que Marlene arrivait avec des portions plus petites que prévues. Les ours en captivité développent souvent un comportement de défense des ressources, surtout lorsque leurs horaires de nourrissage deviennent irréguliers. Cet après-midi d'octobre, Marlene avait presque 2 heures de retard pour le nourrissage, retardé par un appel de sa sœur. Elle chargea un plateau avec des restes de lasagne, des petits pains et des fruits et se dirigea vers l'enclos. Les enregistrements de la caméra de surveillance montraient qu'elle portait la nourriture à 2 mains en s'approchant de l'enclos. Elle ne portait aucun vêtement de protection, pas de gants, pas de protection faciale, rien qui aurait pu la protéger. L'enclos ne disposait ni d'une cage de sécurité ni d'une porte intermédiaire pour un nourrissage sécurisé.
Il n'y avait que Marlène, un plateau de nourriture et 2 ours agités, pesant chacun 140 kg. Lorsqu'elle entra en sifflotant comme d'habitude, Bruno arpentait déjà nerveusement près de la porte. Son langage corporel, mouvements tendus, regard fixe sur la nourriture, oreilles plaquées, étaient des signes d'avertissement clairs. C'étaient des signaux classiques d'un ours se préparant à revendiquer un monopole alimentaire. Elle eut à peine le temps de tout enregistrer avant que Bruno ne bondisse. Il la heurta avec une telle force à la poitrine qu'elle fut soulevée de terre et s'écrasa durement sur le sol battu. Le plateau lui échappa des mains. Lasagnes et fruits se répandirent dans la saleté, tandis que ses cris remplissaient l'enclos. Ce qui suivit fut brutal et efficace. Les puissantes mâchoires de Bruno saisirent le visage et le cou de Marlène, ses dents faites pour briser les os et déchirer la chair. Alors qu'elle luttait faiblement sous son poids massif, il commença à la traîner vers un coin ombragé de l'enclos. Un comportement que les experts en faune sauvage interprètent comme l'instinct d'un ours de sécuriser et de consommer sa proie face à d'éventuels concurrents. Ses cris résonnaient sur le terrain boisé jusqu'à son voisin le plus proche, Jim Kowalski, qui travaillait dans son garage à près de 200 mètres. Il a immédiatement appelé les secours, mais l'emplacement isolé signifiait que les secours avaient un long trajet sur des routes de montagne sinueuses devant eux. Lorsque les policiers et les agents de la faune sont arrivés 2 heures plus tard, Marlène ne pouvait plus être sauvée. Bruno se tenait au-dessus de leurs restes partiellement dévorés. Du sang emmêlait son pelage sombre, tandis que Baxter s'était retiré en tremblant dans le coin le plus éloigné de l'enclos. La scène était si horrible que plusieurs secouristes ont ensuite eu besoin d'un soutien psychologique. Bruno a été euthanasié sur place, tandis que Baxter a été anesthésié et finalement transféré dans une réserve faunique reconnue au Colorado, où il passerait le reste de ses jours derrière des barrières sécurisées avec des professionnels formés. L'enquête a révélé de nombreuses violations de sécurité et a souligné les dangers d'une réhabilitation amateur de la faune sauvage. Mark Hart, porte-parole du département de la chasse et de la pêche de l'Arizona, a résumé la tragédie de manière éloquente. L'amour n'est pas un protocole de sécurité. Les animaux sauvages, peu importe comment ils ont été élevés, conservent leurs instincts de prédateurs et leur nature imprévisible. Marlène a été emportée par un ours qu'elle avait élevé comme un chien. Au moins, elle avait mal compris la confiance. Pendant ce temps, un pêcheur à Galveston s'est enduit de pâte d'anchois et a pataugé directement dans l'eau infestée de hivers. C'était le 17 mars 2018 et les eaux de la côte du Golfe étaient calmes, lorsque Craig Millan, avant le lever du soleil, entra jusqu'aux chevilles dans les vagues. Le pêcheur professionnel de 52 ans de Galveston fréquentait ces plages depuis son enfance. Ses mains tannées par le temps et sa peau brûlée par le soleil racontèrent des décennies de lutte avec le vent, le sel et les marées. Mais la dernière obsession de Craig devait causer sa perte. Craig était connu dans sa communauté de pêcheurs pour ses habitudes excentriques et sa profonde méfiance envers tout ce qui était acheté ou industriel. Dans son garage s'entassaient des appâts en bois flottés avec des cordes, des lignes tressées et des pots de sa crème solaire maison, un mélange d'huile de foie de morue, d'anchois écrasés et d'herbes secrètes. Il s'en enduisait quotidiennement et ignorait les plaintes de ses amis, qui disaient qu'il sentait comme un hameçon en décomposition. Même parmi les pêcheurs expérimentés, ces méthodes dépassaient largement le bon sens. La crème solaire faite maison de Craig n'était pas seulement inefficace, elle était en fait un signal de dîner pour chaque prédateur dans un rayon de plusieurs kilomètres. L'huile de foie de morue et les sardines écrasées créaient une traînée odorante qui, avec le courant, se déplaçait vers lui comme une autoroute. Mais Craig écartait de telles préoccupations avec la conviction d'un homme que la nature n'avait jamais encore détrompé. Il insistait sur le fait que les requins étaient attirés par le mouvement et non par l'odeur et ignorait régulièrement les avertissements de requins au Galveston Pier. Selon Craig, l'idée que le sang attire les requins n'était que pure absurdité hollywoodienne. Selon lui, il suffisait de rester calme et de ne pas éclabousser pour être en sécurité. Ce matin de mars, Craig renonça à ses habituelles cuissardes, estimant qu'elles étaient trop chaudes pour le temps doux. Vêtu seulement d'un maillot de bain et de son gilet de pêcheur usé, il s'était enduit de sa crème solaire maison. Le mélange huileux brillait sur sa peau alors qu'il pataugeait dans l'eau trouble. C'était exactement le type de comportement qui ignorait toutes les règles fondamentales de la pêche en toute sécurité depuis le rivage.
Son ami Danny, qui se tenait à quelques mètres sur la plage, observait la scène avec un léger amusement. Une récente tempête avait fortement troublé l'eau du golfe. La visibilité était presque nulle. Ce que Craig ne voyait pas, mais que les biologistes avaient déjà suivi, était un groupe de jeunes requins bulldog mesurant entre 1,20 m et 1,80 m, qui chassèrent dans les bas-fonds. Ils avaient été attirés par des proies désorientées, agitées par la houle. Les requins bulldog comptent parmi les requins les plus dangereux du monde et se classent dans les statistiques des attaques humaines juste derrière le grand requin blanc. Ils peuvent atteindre jusqu'à 3,30 m de long, peser plus de 225 kg et avoir une force de morsure d'environ 1300 livres par pouce carré. Comme ils peuvent survivre à la fois en eau salée et en eau douce, ils chassent souvent dans des zones peu profondes où les gens nagent aussi. Leur sens de l'odorat développé leur permet de détecter le sang à une concentration d'une partie par milliard. Texas Parks and Wildlife avait déjà émis des avertissements en raison d'une activité accrue des requins. Mais Craig prêtait rarement attention aux avertissements officiels. Il préférait se fier à sa propre expérience et intuition, une erreur qui allait lui coûter la vie. Alors que Craig se tenait dans l'eau couleur chocolat jusqu'à la taille, sa trace olfactive se répandait comme un nuage invisible. La combinaison d'huile de poisson et de composés organiques agissait comme un phare olfactif, touchant immédiatement les chimiorécepteurs sensibles de tous les prédateurs à proximité. Pour un requin bulldog, Craig ne sentait pas comme un humain. Il sentait comme une proie blessée, impuissante et facile à submerger. Quelques minutes seulement après avoir lancé sa première ligne de pêche, cela arriva. Danny vit Craig être soudainement tiré violemment sur le côté. Puis vint un cri, un son aigu et guttural, qui brisa le calme du matin. Un requin bulldog d'environ 1,50 m était monté en flèche par en dessous, s'était agrippé à la cuisse gauche de Craig et le tenait avec une détermination qui figea même Danny sur le rivage. Craig se débattait et essayait de reculer, mais le requin ne lâchait pas prise. Les requins bulldogs ne grignotent pas. Ils mordent, se retournent et arrachent la chair. Alors qu'il secouait son corps, des morceaux de chair et du sang se dispersaient dans les vagues. Craig cria de nouveau, puis il s'effondra en avant et lutta pour rester debout. Danny courut vers l'eau mais s'arrêta brusquement, impuissant. L'eau autour de Craig s'était teintée de rouge sang. En moins de 30 secondes, tout était fini. Le requin le lâcha et disparut. Craig s'effondra sur le côté dans le ressac, le visage tordu de douleur. Le sang coulait d'une plaie béante où l'artère fémorale avait été déchirée. Ce que Danny avait d'abord pris pour un autre pas maladroit dans l'eau s'avéra être quelque chose de bien pire qu'il n'avait jamais été prêt à voir. Deux sauveteurs en congé, des frères qui faisaient leur jogging le long du rivage, ont sprinté sans hésiter dans l'eau. Ils ont tiré le corps inerte de Craig sur la plage. Sa jambe gauche était déchiquetée et saignait abondamment. L'un des frères appuya immédiatement sur la plaie, tandis que l'autre appelait les secours. Mais tous deux savaient que Craig se vidait rapidement de son sang. Les secours arrivèrent en moins de 8 minutes, mais Craig avait déjà perdu trop de sang. Les ambulanciers ont lutté pour le stabiliser en route vers l'hôpital, mais son pouls devenait de plus en plus faible. À l'hôpital, il a été déclaré mort. Il n'a jamais repris conscience. L'enquête a clairement montré ce qui avait mal tourné. La boîte à appât ouverte de Craig a été trouvée dans le ressac. Un appât de crevettes inutilisé y était encore. Un indice qu'il n'avait pas activement appâté ou fait quelque chose qui attire typiquement les requins. Mais l'huile de poisson sur son corps racontait une autre histoire. Texas Parks and Wildlife a publié un nouvel avertissement demandant aux pêcheurs de ne pas utiliser d'huiles animales ou de produits à odeur de poisson lorsqu'ils pêchent dans les eaux côtières, surtout par mauvaise visibilité, lorsque les requins se fient principalement à leur odorat. Pour le cercle de pêche de Craig, le message était douloureusement clair. Lors de la cérémonie commémorative avec vue sur le même tronçon de côte, son ami Danny a résumé la situation. Craig disait toujours que l'instinct est meilleur que la connaissance des livres. En fin de compte, il s'est avéré que les faits battent les deux. Merci d'avoir regardé. Si ce déménagement mortel de mauvaises décisions t'a diverti, alors regarde la prochaine vidéo. Elle traite encore plus d'erreurs fatales. À bientôt.